J'ai ouvert la porte de la fête d'entreprise de mon mari, un cadeau à la main, seulement pour le voir un genou à terre en train de demander en mariage sa nouvelle PDG, ma meilleure amie. « Veux-tu quitter ma pauvre femme frigide et m'épouser ?» a-t-il demandé. Tout le monde a ri. Puis elle a dit oui. Alors je suis parti. J'ai discrètement annulé chaque paiement, fête et voyage, et j'ai retiré mes 90% de parts de l'entreprise. D'une valeur de 357 millions de dollars. Bonjour à tous. Vous connaissez ce type de silence spécifique qui survient juste avant qu'une tornade ne touche le sol? C'est lourd. C'est statique. Cela fait se dresser les poils fins sur vos bras. C'est exactement ce qui m'a frappé au moment où mes talons ont claqué contre le sol en marbre de la salle de bal du Grand Méridien. J'avais vérifié l'invitation 3 fois avant de quitter la maison. Gala annuel de Nexus Innovation. 19h précise. J'étais à l'heure, vêtu d'un tailleur en soie bleu marine qui coûtait plus cher que ma première voiture. Pourtant, je me sentais comme une intruse à mon propre enterrement. Je me tenais dans l'entrée, serrant une petite boîte cadeau enveloppée de velours si fort que mes articulations blanchissaient. À l'intérieur se trouvait une montre vintage Patek Philippe de 1958. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, sobre et intemporel. C'était exactement le genre de choses que mon mari Russell disait admirer mais qu'il ne s'achèterait jamais lui-même. J'avais passé des mois à la traquer via un revendeur privé en Suisse. C'était censé être une surprise, une célébration de notre 15e anniversaire, qui coïncidait par hasard avec la plus grande soirée de l'année pour l'entreprise. La salle de bal dégoulinait d'excès. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond, diffusant la lumière comme des feux d'artifice figés. Les centres de table étaient d'imposants arrangements d'orchidées blanches et d'hortensias dont je savais pertinemment qu'ils coûtaient $600 par table car c'est moi qui avais approuvé le budget. L'air sentait le parfum coûteux, la côte de bœuf rôti et cette odeur métallique distincte de l'argent ancien mélangée à une nouvelle ambition. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancé plus loin dans la pièce. J'aurais dû me sentir fier. C'était mon entreprise. Enfin, sur le papier, pour le monde, c'était l'entreprise de Russell. Il était le visage, le charme, le PDG qui prononçait les discours d'ouverture. Mais j'étais la fondation. J'étais celle qui avait écrit le code original dans un appartement exigu pendant que Russell jouait au golf. J'étais celle qui avait utilisé l'héritage de sa grand-mère pour financer la start-up quand aucune banque ne voulait nous regarder. J'étais l'architecte invisible. Mais ce soir-là, l'architecture semblait hostile. En me frayant un chemin à travers la foule, j'ai remarqué le changement d'énergie. Les conversations ne se sont pas contentées de s'arrêter. Elles sont mortes d'une mort non naturelle. Des gens que je connaissais depuis une décennie, des épouses de membres du conseil d'administration que j'avais reçus pour le brunch, des investisseurs à qui j'avais envoyé des cartes de Noël, croisaient mon regard puis regardaient immédiatement leurs chaussures ou trouvaient soudainement quelque chose de fascinant au plafond. Meredith. Je me suis retourné pour voir Sheila, la femme de notre directeur financier. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Sa main est allée à sa gorge, agrippant son collier de perles. « Bonjour, Sheila », ai-je dit, forçant un sourire qui semblait tendu sur mon visage. Ravissante robe. Est-ce que Russell est dans les parages? Je voulais lui donner ceci avant son discours. Les yeux de Sheila ont filé vers la scène au fond de la salle, puis sont revenus vers moi. Son expression n'était pas amicale. C'était de la pitié. De la pitié pure et simple. C'est une chose terrible à voir sur le visage d'un père. Cela vous fait vous sentir petit. Cela vous fait vous sentir nu. Oh, ma chérie, a-t-elle chuchoté en reculant d'un demi-pas, tu ne sais vraiment pas? Tu ne devrais pas être ici. Mon estomac s'est noué. Non, quoi? Juste. Peut-être que tu devrais retourner à la voiture, a-t-elle balbutié. Vraiment, Meredith? N'entre pas là-dedans. Je l'ai ignoré. Une terreur froide se répandait dans ma poitrine, un frisson physique qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Je l'ai bousculé, m'enfonçant plus profondément dans la pièce. La foule était plus dense ici, un mur de smoking et de robes de soirée, tous tournés vers la scène. Puis les rires ont commencé. Ce n'étaient pas des applaudissements polis ou un murmure d'approbation. C'était un rugissement. C'était le genre de rire bruyant et profond qui se fait aux dépens de quelqu'un d'autre. C'était cruel. J'ai joué des coudes à travers un groupe de développeurs juniors qui tenaient leur téléphone en l'air pour enregistrer.
J'ai vu les écrans avant de voir la réalité. Sur une douzaine d'écrans d'iPhone, j'ai vu mon mari. J'ai percé la dernière ligne de personne et il était là. Russell, mon mari depuis 15 ans, l'homme pour qui j'avais construit toute cette vie. Il était sur scène sous les projecteurs, paraissant plus beau et dynamique que je ne l'avais vu depuis des années, et il était un genou à terre. Ma première pensée, une tentative désespérée et absurde de mon cerveau pour se protéger, fut qu'il avait fait tomber quelque chose. Peut-être son bouton de manchette. Mais il ne regardait pas le sol. Il regardait vers le haut. Il tenait un micro dans une main et un écrin de bague dans l'autre. Un écrin ouvert, révélant un diamant qui ressemblait à un éclat de glace, facilement 5 carats. Et il la regardait, elle. Vanessa, ma meilleure amie, la femme que j'avais rencontrée en cours d'éthique des affaires il y a 20 ans, la femme que j'avais embauchée comme directrice des opérations quand elle était fauchée et désespérée. La femme qui était venue prendre le vin et le fromage tous les vendredis soirs au cours de la dernière décennie, pleurant sur mon épaule à propos de ses mauvaises ruptures pendant que je la réconfortais. Elle se tenait là dans une robe dorée scintillante qui épousait chaque courbe. Une robe dont j'ai réalisé avec une secousse écœurante qu'elle provenait de la nouvelle collection de créateurs que j'avais mentionné aimer la semaine dernière. Elle avait l'air triomphante. Elle ressemblait à une reine acceptant un tribut. La voix de Russell a retenti dans les haut-parleurs, amplifiée et claire comme du cristal. « Vanessa » a-t-il dit, et sa voix s'est brisée sous une émotion que je ne l'avais pas entendue m'adresser depuis le jour de notre mariage. « Tu es la vision derrière cette entreprise. Tu es le feu dans ma vie. » Je suis resté figé. La boîte cadeau dans ma main semblait peser 500 kilos. J'ai fini de vivre une demi-vie, a continué Russell, jouant pour la foule. Il a tourné légèrement la tête et pendant une fraction de seconde, ses yeux ont scanné la salle. Il ne m'a pas vu dans l'ombre, mais il a joué pour le public. Je suis prêt à arrêter de faire semblant. Il a pris une inspiration et puis il a prononcé la phrase qui allait mettre fin à ma vie telle que je la connaissais. « Veux-tu quitter ma pauvre femme frigide et m'épouser ?» La salle a explosé. Avant de continuer à vous dire ce que j'ai fait ensuite, et croyez-moi, vous allez vouloir entendre ça parce que je n'ai pas crié et je ne me suis pas évanoui, je veux prendre une seconde pour vous souhaiter la bienvenue ici. Si vous écoutez mon histoire, s'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires de quelle ville ou état vous écoutez. Cela m'aide à me sentir un peu moins seul dans tout ça. Allez-y, tapez-le. J'attends. D'accord. Êtes-vous prêts? Parce que ce qui s'est passé ensuite a été le début de la fin pour eux. Veux-tu quitter ma pauvre femme frigide et m'épouser? Les mots restèrent suspendus dans l'air, résonnant contre le plafond voûté. Frigide. Pauvre. Le rire qui a suivi a été un coup physique. C'était un raz-de-marée d'humiliation. Il m'a submergé, noyant la partie rationnelle de mon cerveau. J'ai regardé autour de moi. Des gens que j'employais, des gens dont les hypothèques étaient payées par les chèques de salaire que j'autorisais, riaient. Ils applaudissaient. C'était comme assister à une exécution publique où la foule acclame la hache. J'ai regardé Vanessa. À ce moment-là, je m'attendais, peut-être bêtement, à voir de l'hésitation. Je m'attendais à ce que ma meilleure amie depuis 20 ans ait l'air choquée, le gifle, dise « Russell, es-tu fou ?» Meredith est mon amie. Mais elle ne l'a pas fait. Vanessa a jeté la tête en arrière et a ri. C'était un son léger et tintant que le microphone a parfaitement capté. Puis elle l'a regardé, les yeux brillants de larmes qui semblaient curieusement bien répétées. Elle a placé une main sur sa poitrine, feignant la surprise, même si elle portait une robe qui correspondait parfaitement à la monture de la bague. « Oui » a-t-elle crié dans le microphone qu'il tenait pour elle. « Oui, Russell. » Enfin. La foule s'est déchaînée. Quelqu'un a fait sauter un bouchon de champagne. L'orchestre a entamé un air de fête, quelque chose d'entraînant et de romantique. Russell s'est levé, l'a prise dans ses bras et l'a embrassée. Ce n'était pas un petit baiser rapide. C'était un baiser profond, passionné et théâtral. Le genre de baiser qu'on voit dans le final d'une comédie romantique. Il l'a penché en arrière, et la foule a applaudi plus fort. Je me tenais là, un fantôme au fond de la salle. Mon cœur martelait si fort contre mes côtes que je pensais qu'il pourrait les briser. Ma vision se brouillait sur les bords. Chaque instinct de mon corps me criait de réagir. La partie primitive de mon cerveau voulait monter ses escaliers en courant. Je voulais arracher ce sourire suffisant du visage de Vanessa.
Je voulais prendre la lourde boîte de la montre Patek Philippe et l'écraser sur la tête parfaitement coiffée de Russell. Je voulais saisir le microphone et crier jusqu'à ce que ma gorge saigne, disant à tout le monde que la pauvre femme était celle qui possédait 90% des actions sur lesquelles il se tenait. J'ai fait un pas en avant. Ma main tremblait, mais je me suis arrêté. Je me suis souvenu de quelque chose que mon père me disait quand il m'apprenait à jouer aux échecs. Meredith, disait-il, quand ton adversaire fait une erreur, ne l'interromps pas. Et quand il expose son coup, ne l'égratigne pas à temps de pouvoir le trancher. Russell venait d'exposer plus que son coup. Il avait exposé tout son flanc. Il était ivre d'ego. Il planait sur l'adrénaline de l'adoration publique. Il pensait qu'il était intouchable. Il pensait que j'étais la pauvre femme frigide assise à la maison à tricoter ou à attendre près du téléphone. Il n'avait absolument aucune idée que j'étais dans la salle. Et Vanessa, elle se prélassait dans la gloire. Elle avait gagné. Dans son esprit, elle avait enfin pris la seule chose que j'avais qu'elle ne pouvait pas reproduire. Mon mari, mon statut, ma vie. Si je faisais une scène maintenant, je serais juste l'ex-femme folle. Je serais la femme frigide qui pète les plombs. Je serais le divertissement. Il m'enregistrerait en train de crier et cette vidéo vivrait sur Internet pour toujours. Je leur donnerais exactement ce qu'ils voulaient, une réaction. Non. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. L'air avait le goût de la trahison et du champagne cher. J'ai regardé le couple heureux une dernière fois. J'ai mémorisé la façon dont la main de Russell reposait sur le bas de son dos, un geste qu'il avait l'habitude de faire pour moi. J'ai mémorisé la façon dont Vanessa regardait la foule, avide de leur validation. J'ai resserré ma prise sur la boîte cadeau jusqu'à ce que les coins pointus s'enfoncent dans ma paume, me ramenant à la réalité. Je me suis retourné. Meredith. C'était encore Sheila, la femme du directeur financier. Elle se tenait toujours près de l'entrée, me regardant avec de grands yeux terrifiés. Elle a dû penser que j'allais sortir une arme ou m'évanouir. Est-ce que tu vas bien? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Cette femme avait mangé à ma table. Elle savait. Ils savaient tous. Depuis combien de temps? Des mois? Des années? Pendant que je travaillais tard pour approuver les budgets, riaient-ils tous de moi. Je vais bien, Sheila, ai-je dit. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Creuse, métallique, mais stable. Profite de la fête. J'ai entendu dire que le gâteau est cher. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai pivoté sur mes talons, le dos droit, le menton levé. Je suis sorti de la salle de bal avec la même dignité tranquille avec laquelle j'étais entré. Je suis passé devant les gardes de sécurité qui m'ont fait un signe de tête, inconscient du fait que ma vie venait d'être incinérée. Je suis passé devant le vestiaire. J'ai poussé les lourdes portes tournantes et je suis sorti dans l'air frais et humide de la nuit urbaine. Le bruit de la fête s'est estompé instantanément, remplacé par les klaxons des taxis et la sirène lointaine d'une ambulance. Mes mains tremblaient maintenant. Des tremblements incontrôlables qui commençaient dans mes doigts et remontaient jusqu'à mes épaules. Je me suis appuyé contre un pilier en béton, cherchant mon souffle. Les larmes que j'avais retenues menaçaient de déborder, brûlantes et piquantes. Non, me suis-je chuchoté. Pas encore. Tu n'as pas encore le droit de pleurer. J'ai sorti mon téléphone. Mon écran de veille était une photo de Russell et moi lors d'un voyage à Napa il y a 3 ans. Nous avions l'air heureux. J'ai regardé son visage souriant et j'ai ressenti une vague de nausée si forte que j'ai failli vomir sur le trottoir. J'ai balayé l'écran. J'ai ouvert l'application Uber. Mes doigts volaient sur la vitre. Destination, maison. Mais ce n'était plus la maison. C'était juste une scène de crime où je gardais mes vêtements. Le Uber est arrivé en 3 minutes. C'était une berline noire, élégante et anonyme. Je me suis glissé sur la banquette arrière, le cuir frais contre l'arrière de mes jambes. L'intérieur sentait le désodorisant à la vanille et le café rassis. Une odeur banale et réconfortante comparée au parfum écœurant des lys et de la tromperie que je venais de laisser derrière moi. Dure soirée? Le chauffeur a croisé mon regard dans le rétroviseur. C'était un homme plus âgé, peut-être 60 ans, avec des yeux gentils et des cheveux gris rentrés sous une casquette plate. Son nom sur l'application était Thomas. J'ai regardé par la fenêtre la façade scintillante du Grand Méridien. À l'intérieur, il coupait probablement le gâteau maintenant.
Russell portait probablement un toast, levant un verre de Dom Pérignon millésimé payé par mes dividendes à son avenir avec Vanessa. Vous n'avez pas idée, Thomas, ai-je dit doucement. Eh bien, vous êtes en sécurité maintenant, a-t-il dit simplement. On vous ramène à la maison. En sécurité? Le mot semblait étranger. Étais-je en sécurité? J'avais passé 20 ans à construire une forteresse de sécurité financière, un mariage basé sur la confiance, une amitié basée sur une histoire commune. Et en l'espace de 5 minutes, j'ai réalisé que la forteresse était en papier, et je tenais une allumette. J'ai regardé la boîte en velours toujours serrée dans ma main. La Patek Philippe. C'était un bel objet. Elle représentait des heures d'artisanat. Elle représentait le temps que j'avais passé à penser à Russell, à l'aimer, à vouloir lui donner quelque chose qui signifiait pour toujours. Maintenant, elle ressemblait juste à un pot de vin, une tentative pathétique d'acheter l'affection d'un homme qui couchait déjà avec ma meilleure amie. Thomas, ai-je demandé, aimez-vous les montres? Il a ri doucement, gardant les yeux sur la route. J'utilise mon téléphone, madame. L'heure, c'est l'heure. Peu importe si c'est sur une Rolex ou un écran. Homme intelligent. J'ai baissé la vitre. Le vent s'est engouffré dans la voiture, ébouriffant les cheveux que j'avais passé 1 heure à coiffer. Nous traversions le pont maintenant, l'eau sombre de la rivière tourbillonnant en dessous de nous. J'ai tenu la boîte par la fenêtre. Madame? A demandé Thomas, la voix alarmée. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas pensé aux 50 000 $. Je n'ai pas pensé à la rareté de l'objet. J'ai juste ouvert mes doigts. La boîte a dégringolé dans l'obscurité. Elle a disparu en un instant, avalée par la nuit et la rivière en contrebas. J'ai rentré ma main et remonté la vitre. Une sensation étrange m'a envahi. Je m'attendais à du regret. Je m'attendais à de la panique. Au lieu de cela, je me sentais plus légère. 50 000 $ plus légère. C'était le premier morceau de lest jeté par-dessus bord. Le navire coulait toujours, mais au moins j'allégeais la charge. Est-ce que vous venez d'eux? Thomas s'est tu. C'était des ordures, ai-je dit. Juste des ordures coûteuses. Le reste du trajet s'est fait en silence. J'ai reposé ma tête contre la vitre fraîche et j'ai regardé la ville défiler. Je pensais aux lois sur le divorce dans notre État. Je pensais au statut de l'entreprise Nexus Innovation. Je pensais au coffre-fort biométrique dans mon bureau à domicile. Quand nous nous sommes arrêtés au bord du trottoir de mon immeuble, le Pantouse que Russell avait insisté pour que nous achetions parce qu'il avait une adresse prestigieuse, je suis resté assise un moment. Nous sommes arrivés, madame, a dit Thomas doucement. J'ai regardé l'immeuble. Il se dressait au-dessus de moi, une tour de verre et d'acier. Il semblait froid. Il semblait vide. Merci, Thomas, ai-je dit. Je lui ai laissé un pourboire de 100 $ sur l'application. C'était la seule gentillesse que j'avais reçue de toute la soirée, et je voulais la récompenser. Je suis entré dans le hall. Le portier de nuit, Patrick, m'a souri. Bonsoir, Madame Monroe. Soirée écourtée. Monsieur Monroe n'est pas avec vous? Monsieur Monroe est retenu, ai-je dit, la voix plate. Il passe une très grande soirée. Oh, c'est bien. Il travaille dur. Oui, ai-je dit en entrant dans l'ascenseur. Il a certainement travaillé sur quelque chose. Le trajet en ascenseur jusqu'au 45e étage a pris 20 secondes. 20 secondes à regarder les chiffres grimper. 20 secondes pour me composer. Quand les portes se sont ouvertes directement dans notre foyer, le silence du Pantouse m'a frappé. C'était habituellement un silence paisible. Ce soir, cela ressemblait au silence d'une tombe. J'ai retiré mes talons, les laissant juste là au milieu du couloir. Je suis allé dans la cuisine, les sols en marbre froid contre mes pieds en bas. Je n'ai pas allumé les lumières. La lueur de la ligne d'horizon de la ville à travers les fenêtres du sol au plafond fournissait assez d'éclairage. Je suis allé directement au chariot de bar. J'ai ignoré le vin. J'ai attrapé la bouteille de whisky, un single malt que Russell gardait pour les occasions spéciales. Je me suis versé un verre. Sec. J'ai pris une gorgée, laissant la brûlure m'ancrer. Puis je suis entré dans mon bureau. Pas le bureau partagé où Russell jouait aux jeux vidéo et faisait semblant de travailler. Mon bureau. La petite pièce insonorisée au fond du Pantouse où le vrai travail se faisait.
Je me suis assise dans ma chaise ergonomique. J'ai regardé les 2 moniteurs qui étaient actuellement éteints. Je ne pleurais plus. Les larmes avaient séché dans le Uber. Maintenant, il n'y avait que de la clarté. Une clarté froide, dure, binaire. J'avais construit cette entreprise. J'avais construit cette vie. J'avais construit Russell. Et maintenant j'allais tout démanteler, brique par brique, dollar par dollar. Mais d'abord, je devais comprendre comment j'avais été si aveugle. Je devais regarder les données. Je devais réexaminer le code source de ma vie pour trouver les bugs. Et le plus gros bug de tous avait un nom, Vanessa. C'est facile de voir les drapeaux rouges quand on regarde dans le rétroviseur. Mais quand on conduit à 140 km/h sur l'autoroute de la vie, ils ressemblent juste à des décorations. J'ai rencontré Vanessa en 2e année d'université. J'étais la fille calme au premier rang de l'amphithéâtre, prenant des notes méticuleuses avec des stylos de couleur. Vanessa était la fille qui faisait irruption avec 10 minutes de retard, tenant une tasse Starbucks, paraissant naturellement chaotique et belle. Elle avait un rire qui vous donnait envie d'être dans la confidence et une façon de vous regarder qui vous faisait vous sentir choisi. Elle m'a choisi. Ou plutôt, elle m'a ciblé. Et, avait-elle chuchoté pendant un examen partiel, se penchant si loin que ses cheveux frôlaient mon bras. C'est quoi la réponse à la numéro 4? J'aurais dû couvrir ma feuille. J'aurais dû l'ignorer. Au lieu de cela, j'ai glissé mon bras légèrement vers la gauche. Ce fut la dynamique des 20 années suivantes. Vanessa avait besoin et je fournissais. Elle appelait ça de l'amitié. Je vois maintenant que c'était du parasitisme. Je me souviens de notre dernière année. Nous étions colocataires dans un appartement hors campus plein de courants d'air. Je travaillais 2 emplois à temps partiel, un à la bibliothèque et un comme tutrice pour payer ma part du loyer. Vanessa ne travaillait pas. Elle disait qu'elle se concentrait sur son art, ce qui impliquait surtout de dormir jusqu'à midi et de sortir avec des gars à moto. Un soir, je suis rentré épuisé, portant un sac de courses que j'avais acheté avec un budget serré. Vanessa était assise sur notre canapé d'occasion, en train de pleurer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en laissant tomber les sacs. « C'est mes frais de scolarité » a-t-elle sangloté. « Mon père, il n'a pas envoyé le chèque. Ils vont me virer, Meredith. Je ne pourrai pas obtenir mon diplôme avec toi. » Mon cœur s'est brisé pour elle. La pensée d'obtenir mon diplôme sans ma meilleure amie semblait impossible. Nous étions une équipe, Meredith et Vanessa. Le cerveau et la beauté. « C'est combien ?» ai-je demandé. 2000, a-t-elle chuchoté. C'était toutes mes économies. C'était l'argent que j'avais gratté pour un acompte sur une voiture afin de ne pas avoir à prendre le bus pour mon stage. Je vais te le prêter, ai-je dit. Elle a arrêté de pleurer instantanément. Tu ferais ça? Oh mon Dieu, Mar. Tu es ma sauveuse. Je jure que je te rembourserai dès que je vendrai ma peinture. Elle n'a jamais vendu la peinture. Elle ne m'a jamais remboursé. Et quand j'ai acheté une Honda Civic rouillée 3 mois plus tard parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre, elle s'en est moquée. Oh, chérie, a-t-elle ri, assise sur le siège passager avec ses bottes boueuses sur le tableau de bord. Cette voiture sent la vieille soupe, mais elle te va bien. Tu es tellement pratique. Pratique. C'était son mot préféré pour moi. C'était un compliment détourné. Cela signifiait ennuyeux. Cela signifiait sans risque. Cela signifiait que j'étais le terreau et qu'elle était la fleur. Avance rapide de 10 ans. Je construisais Nexus. J'étais seul. Je travaillais 18 heures par jour. Vanessa avait sauté d'emploi en emploi. Assistante marketing, organisatrice d'événements, prof de yoga. Elle s'est présentée à mon bureau un jour l'air désespéré. J'ai besoin d'un travail, Mar, a-t-elle dit. Juste quelque chose pour me remettre sur pied. Je me noie. Je l'ai embauchée. J'ai créé un poste pour elle, directrice de la culture. C'était un titre vide avec un salaire sérieux. Je l'ai commencé à 80 000 $ par an. Tu es la meilleure, a-t-elle couiné en me serrant dans ses bras. Nous allons diriger le monde ensemble. Mais elle ne travaillait pas. Elle commérait. Elle organisait des happy hours. Elle flirtait avec les stagiaires et elle me sapait constamment. Je me souviens d'une réunion il y a environ 3 ans. Je venais de présenter une nouvelle direction stratégique pour notre logiciel.
J'en étais fier. C'était complexe, innovant. Vanessa a levé la main. Meredith, chérie, c'est super, a-t-elle dit devant toute l'équipe exécutive. Mais c'est tellement sec. Personne n'achète des algorithmes. Ils achètent des sentiments. Peut-être que tu devrais laisser Russell gérer la vision. Toi, fais juste la saisie. La salle a ri. Russell a ri. Elle a raison, bébé, avait dit Russell en tapotant ma main. Tu es le moteur. Laisse-nous être la peinture. Je me suis senti humilié. Je me suis senti petite, mais j'ai avalé la couleuvre. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il m'aimait. Je pensais qu'il me protégeait de ma propre maladresse sociale. J'étais le vilain petit canard qui payait pour l'étang afin que les cygnes puissent nager. J'ai repensé au souvenir de Vanessa à la fête ce soir. La façon dont elle regardait Russell, ce n'était pas nouveau. J'ai réalisé avec une secousse que j'avais déjà vu ce regard. Noël dernier, nous étions chez moi. Vanessa portait une robe rouge un peu trop courte. Elle et Russell étaient dans la cuisine en train de faire des cocktails. J'étais dans le salon en train d'installer le sapin. Je les ai entendus rire. Un rire bas et intime. J'étais entré et il s'était écarté d'un bond. Juste renversé du vermouth, avait gazouillé Vanessa. Son visage empourpré. Je l'ai cru. Mon Dieu, j'étais stupide. Je l'ai cru parce que l'alternative était impensable. Qui trahit la personne qui a payé son loyer? Qui vole le mari de la femme qui a signé ses chèques de paie pendant une décennie? Un serpent. C'est qui? Mais voici le truc avec les serpents. Ils ont le sang froid. Ils ne bougent que lorsqu'ils sont chauds. Et j'avais gardé Vanessa au chaud pendant 20 ans. J'avais fourni la chaleur, l'abri, la nourriture. Ce soir, j'avais enfin arrêté d'être la lampe chauffante. J'étais assise dans mon bureau sombre, le whisky brûlant dans mon estomac. Je pensais à la carte de crédit d'entreprise que Vanessa portait, au voyage d'affaires qu'elle avait fait, aux frais de consultation que j'avais approuvés pour son département. J'ai tiré un bloc-notes vers moi. J'ai écrit un nom, Vanessa, et à côté, j'ai écrit un seul mot, expulsé. Pas seulement de son appartement, dont je savais pertinemment qu'elle le payait avec son salaire de mon entreprise, mais de ma vie, de mon histoire. Mais Vanessa n'était que le parasite. L'hôte était le problème. L'hôte était Russell. Et sa trahison était plus profonde parce qu'il n'était pas seulement mon ami. Il était mon autre moitié. Ou du moins je le pensais. Si Vanessa était le parasite, Russell était le projet. J'ai rencontré Russell 1 an après l'université. Je travaillais comme développeuse back-end junior pour une entreprise de logistique, cachée dans un cubicule, portant des pulls surdimensionnés et écoutant des livres audio pendant que je codais. Russell était dans la vente. Il était tout ce que je n'étais pas, bruyant, charismatique, grand, avec un sourire qui pourrait vendre de la glace à un ours polaire. Il est entré dans la salle de pause un jour alors que je faisais du thé. « Tu es Meredith, c'est ça ?» a-t-il demandé, s'appuyant contre le distributeur automatique. « Le génie qui a réparé le crash du serveur la semaine dernière ?» J'ai rougi. Personne ne m'appelait jamais un génie. Il m'appelait support technique ou bêtois. J'ai juste fait mon travail, ai-je marmonné. « Eh bien, tu as sauvé mon chèque de commission, » a-t-il dit, affichant ce sourire éblouissant. « Laisse-moi t'offrir un dîner. » Un vrai dîner, pas des craquelins de distributeurs. Je suis tombée amoureuse de lui autour des amuse-gueules. Je suis tombée amoureuse de la façon dont il m'écoutait parler de structures de données sans bâiller. Je suis tombée amoureuse de la façon dont il me faisait me sentir visible. Mais avec le recul, je me demande, m'a-t-il vu ou a-t-il vu l'héritage? Ma grand-mère était décédée 6 mois avant que je ne rencontre Russell. C'était une femme frugale et sévère qui avait investi sagement en bourse depuis les années 1950. Quand elle est morte, elle m'a tout laissé, 2 millions de dollars. C'était un secret. Je ne l'ai pas dit aux gens au travail. Je conduisais ma Honda rouillée. Je vivais dans mon appartement bon marché. J'étais terrifié à l'idée que si les gens savaient, ils me traiteraient différemment. Mais je l'ai dit à Russell. Cela faisait 6 mois que nous sortions ensemble. Nous étions allongés au lit un dimanche matin. J'ai une idée d'entreprise, ai-je chuchoté. Une nouvelle façon d'intégrer le stockage cloud avec le Tri Paria. Mais j'ai besoin de capital.
Le capital est difficile à trouver, a soupiré Russell. Les banques détestent le risque. J'ai l'argent, ai-je dit. Je lui ai parlé de l'héritage. J'ai regardé ses yeux s'écarquiller. J'ai regardé les rouages tourner. Meredith, a-t-il dit, saisissant mes mains. C'est ça. C'est notre destin. Tu as le cerveau. Tu as l'argent. J'ai les compétences de vente. Nous pouvons construire un empire. Et nous l'avons fait. Ou plutôt, je l'ai financé. Et il l'a nommé. Nexus Innovation, a-t-il déclaré. Ça sonne puissant. Au moment de l'incorporation, j'ai pris la décision qui allait définir les 15 prochaines années de ma vie. J'étais terrifié par la prise de parole en public. Je détestais la confrontation. L'idée de présenter à des investisseurs me faisait hyperventiler. Soit le PDG, ai-je dit à Russell. Soit le visage. Je prendrai le titre de directrice technique. Je resterai à l'arrière et je ferai fonctionner le tout. Toi, tu vas là-bas et tu le vends. Tu es sûr, a-t-il demandé, mais il n'a pas demandé 2 fois. Il a regardé la plaque de PDG sur le bureau et a gonflé le torse. Nous sommes allés voir un avocat pour rédiger les papiers. Monsieur Henderson. C'était un vieil ami de ma grand-mère. Il a regardé Russell avec suspicion dès le premier jour. Meredith, avait dit Monsieur Henderson en regardant par-dessus ses lunettes. Si vous mettez 100% du capital et faites 100% du développement produit, vous devriez conserver l'intérêt majoritaire. Bien sûr, ai-je dit. Je garderai 90% des parts. Russell peut avoir 10% en tant que partenaire fondateur, mais je veux qu'il ait des droits de vote sur les opérations quotidiennes. Je ne veux pas être dérangé par les trucs administratifs. Monsieur Henderson a froncé les sourcils mais a rédigé les papiers. Cependant, il a ajouté une clause. Une clause que j'avais presque oubliée jusqu'à ce soir. Le dispositif d'arrêt d'urgence, l'avait appelé Monsieur Henderson. C'est quoi ça, avait demandé Russell, feuilletant le document de 50 pages, clairement ennuyé par le jargon juridique. Juste du standard, avais-je menti. Couvrant Monsieur Henderson. Juste pour protéger les actifs en cas de rachat hostile. D'accord. D'accord, avait dit Russell, signant son nom avec fioriture. Il ne l'a pas lu. Il ne lisait jamais rien de plus long qu'un tweet. Cette clause stipulait que bien que le PDG ait le contrôle opérationnel, l'actionnaire majoritaire, moi, conservait un accès super administratif à toutes les décisions financières et opérationnelles. Elle stipulait également que tout manquement à l'obligation fiduciaire, y compris l'utilisation de fonds d'entreprise pour des affaires personnelles, constituait une rupture immédiate de contrat, déclenchant une clause qui permettait à l'actionnaire majoritaire de geler tous les actifs et de licencier le PDG sans l'approbation du conseil. Pendant 15 ans, Russell a joué au roi. Il a embauché le personnel. Il a donné les interviews à Forbes. Il a pris le crédit. J'ai construit cette entreprise depuis un garage. Il se vantait lors des fêtes. Je me tenais à côté de lui, souriant, tenant son verre. Il a travaillé si dur, convenais-je. Je l'ai laissé avoir la gloire parce que je pensais que nous étions partenaires. Je pensais que sa victoire était ma victoire. Je pensais que nous construisions un héritage pour nos futurs enfants. Des enfants qu'il disait toujours que nous étions trop occupés pour avoir tout de suite. L'année prochaine, bébé, disait-il. Une fois l'introduction en bourse passée, une fois la fusion réglée. Il n'y allait jamais avoir d'enfants. Je réalisais maintenant qu'il ne voulait pas d'une famille avec moi. Il voulait un compte bancaire qui préparait le dîner. Il est devenu accro au style de vie que mon code fournissait. Les costumes sur mesure, les vols en première classe, les adhésions au country club. Et lentement son respect pour moi s'est érodé. Meredith, n'ennuie pas les invités avec ton jargon technique, chuchotait-il lors des dîners. Meredith, achète une nouvelle robe, tu ressembles à une bibliothécaire. Meredith, tu es tellement frigide. Détends-toi. Frigide? Encore ce mot. Je n'étais pas frigide. J'étais épuisé. Je portais le poids d'une société multimillionnaire sur mon dos pendant qu'il jouait à la célébrité. J'ai regardé la photo de mariage sur mon bureau. Russell avait l'air triomphant. J'avais l'air adoratrice. J'ai pris le cadre. J'ai regardé son sourire. Le sourire d'un homme qui pensait avoir trompé le monde.
Tu n'as pas construit ça, Russell, ai-je chuchoté à la pièce vide. Tu n'as pas écrit une seule ligne de code. Tu n'es pas resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour déboguer le noyau. Tu es juste la mascotte. Et qu'est-ce qu'on fait avec une mascotte quand elle commence à tacler sa propre équipe? On la vire. J'ai posé le cadre, face contre terre. Je me suis tourné vers mon ordinateur. J'ai bougé la souris. Les écrans ont bourdonné, s'animant de la lumière bleue du système d'exploitation Nexus. Mon système. Il était temps d'aller travailler. Je me suis versé un autre doigt de whisky. Mes mains étaient stables maintenant. Le tremblement avait été remplacé par un tapotement froid et rythmé de mes doigts contre le bureau en acajou. Je me suis connecté à l'unité centrale Nexus. Habituellement, je me connectais en tant que CTO Evans. Cela me donnait accès au code, aux feuilles de route des produits, à l'état du serveur. Ce soir, je n'ai pas utilisé cet identifiant. J'ai tapé un nom d'utilisateur qui n'avait pas été utilisé depuis 5 ans. Admin-bas prime mot de passe. Je l'ai tapé. C'était une chaîne de 30 caractères, une combinaison de l'anniversaire de ma grand-mère, de la formule chimique de la caféine et des coordonnées du premier appartement où j'avais écrit le code source de Nexus. Accès autorisé. L'écran a changé. L'interface est passée du bleu amical du portail employé à un centre de commande rouge et noir austère. C'était le back-end, le mode Dieu. J'ai navigué vers le module de surveillance financière. D'abord, je voulais voir les dégâts. J'ai sorti les relevés de cartes de crédit d'entreprise pour Russell Monroe PDG et Vanessa Thorne COO. J'ai fait défiler et à mesure que je défilais, ma mâchoire se serrait. Ce n'était pas juste quelques dîners. Ritz-Carlton, Moi, 12 000 $. Les dates coïncidaient avec sa conférence technique à Seattle. Tiffany & Company 45 000 $. Le reçu pour la bague. Il a acheté sa bague de fiançailles sur la carte de l'entreprise. L'audace était époustouflante. Paiement Porsche 2500 $ par mois. Voiture de Vanessa. Clinique de fertilité, Upper East Side, 15 000 $. Je me suis arrêté. J'ai fixé cette dernière ligne. Clinique de fertilité. Je ne pouvais plus respirer. Pendant 5 ans, Russell m'avait dit qu'il n'était pas prêt pour des enfants. L'entreprise est notre bébé, disait-il. Il n'était pas prêt pour des enfants avec moi. Un rugissement primal s'est accumulé dans ma gorge, mais je l'ai ravalé. La rage est un feu. Si vous la laissez sortir, elle vous brûle. Si vous la gardez à l'intérieur, elle devient un moteur. D'accord, ai-je chuchoté. Tu veux jouer avec l'argent de l'entreprise. Voyons comment tu aimes quand le distributeur avale ta carte. J'ai ouvert le dossier des protocoles d'urgence. Il était là, un fichier nommé protocole ice-bage. J'avais écrit un script il y a 10 ans tard un soir après une dispute où Russell avait menacé de me quitter si je n'arrêtais pas de le harceler sur les dépenses. Je l'avais écrit comme une sécurité. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser. J'ai double-cliqué. Une boîte de dialogue est apparue. Avertissement. Cette action gèlera tous les actifs associés aux comptes d'exploitation principaux de Nexus Innovation. Tous les virements sortants seront arrêtés. Toutes les lignes de crédit d'entreprise seront suspendues. Dérogation exécutive requise pour inverser. Voulez-vous continuer? J'ai déplacé la souris sur le bouton oui. J'ai pensé aux commentaires sur la pauvre femme frigide. J'ai pensé au rire. J'ai pensé à la facture de la clinique de fertilité. J'ai cliqué. Traitement en cours. Protocole actif. Actif gelé. Je n'avais pas fini. J'ai navigué vers le système de gestion des voyages. J'ai vu un itinéraire à venir. Vol New York vers Saint-Bar. Première classe. 2 passagers, Russell Monroe, Vanessa Thorne. Départ demain, 10 heures. Ils partaient pour leur lune de fiançailles demain. J'ai cliqué sur annuler la réservation. Raison de l'annulation. J'ai tapé, activité frauduleuse. Remboursement traité sur le compte d'entreprise gelé. Il ne serait pas seulement cloué au sol. Il serait bloqué. Ensuite, je suis allé sur le portail RH. J'ai sorti le dossier d'employé de Vanessa. Statut actif. Salaire 250 000 $ plus bonus. J'ai cliqué sur modifier. Statut suspendu.
En attente d'enquête. Accès au bâtiment révoqué. Email de l'entreprise désactivé. J'ai fait la même chose pour Russell, mais pour lui, j'ai ajouté un drapeau. Manquement à l'obligation fiduciaire. Cela alerterait automatiquement le conseil d'administration qu'un audit interne formel avait été déclenché. Enfin, j'ai envoyé une commande au système de sécurité du bâtiment de notre siège social. Invalider les identifiants. Air Monroe Vétorne. Demain matin, quand ils essaieraient de passer leur badge pour entrer au bureau et se vanter de leur fiançailles, la lumière ne passerait pas au vert. Elle passerait au rouge. Je me suis rassise. Cela m'avait pris 12 minutes. En 12 minutes, j'avais coupé leur argent, leur voyage, leurs emplois et leur accès. J'ai regardé l'horloge, 1h du matin. La fête touchait probablement à sa fin. Ils se dirigeaient probablement vers une suite d'hôtels, également payée par l'entreprise, pour célébrer. Ils essaieraient de commander le service d'étage ou de faire sauter une autre bouteille de champagne et la carte serait refusée. J'ai imaginé ce moment, la confusion, le réessayer au serveur. L'embarras. Profite de ta nuit, Russell, ai-je chuchoté. C'est la dernière que tu apprécieras jamais à mes frais. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne l'ai pas éteint. Je l'ai laissé briller dans le noir. Un œil numérique surveillant la destruction que je venais de déclencher. Je me suis levé. Je me sentais épuisé, mais pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas lourde. Je suis allé dans la chambre. J'ai enlevé le tailleur bleu marine. J'ai enlevé les boucles d'oreilles en diamant que Russell m'avait données il y a 5 ans, probablement achetées avec l'argent de l'entreprise aussi. Je les ai jetées dans la poubelle de la salle de bain. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'ai pas vu une pauvre femme frigide. J'ai vu une femme qui venait de se réveiller d'un coma de 20 ans. Je suis allé au lit. Et pour la première fois en une décennie, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillé à 7 heures naturellement. Pas de réveil, juste le soleil ruisselant à travers les fenêtres du sol au plafond, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air. Pendant une fraction de seconde, j'ai oublié. J'ai tendu la main à travers le lit, m'attendant à sentir la chaleur de Russell. Ma main a frappé des draps frais et vides. Puis le souvenir de la salle de bal s'est abattu sur moi, les rires, la bague, la femme frigide. Mais au lieu de la douleur, j'ai ressenti une poussée d'adrénaline. C'était le jour du match. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. J'ai fait du café. Pas l'espresso sophistiqué sur lequel Russell insistait, mais du café filtre noir bon marché que j'aimais et qu'il détestait. L'odeur a rempli la cuisine, riche et amère. J'ai marché jusqu'à l'îlot de cuisine où j'avais laissé mon téléphone en charge. Je ne l'avais pas regardé depuis le trajet en Uber. J'ai tapé sur l'écran. Il s'est allumé comme un arbre de Noël en enfer. 157 appels manqués. 84 SMS, 22 messages vocaux. J'ai fait défiler la liste. Russell, 42 appels. Russell, 28 appels. Vanessa, 15 appels. Alerte fraude Amex SMS. Alerte fraude Chase Bank SMS. Mère, Evelyn Monroe, 12 appels. Ah, Evelyn, la mère de Russell, la femme qui avait critiqué ma robe de mariée, ma cuisine et mon incapacité à lui donner un petit-fils. Bien sûr, elle a appelé. J'ai pris le téléphone et je me suis assise sur un tabouret de bar, sirotant mon café. J'ai décidé d'écouter un message vocal juste pour tester la température de l'eau. J'ai cliqué sur le plus récent de Russell. Horodaté 6h45. Meredith. Décroche ce putain de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? On est à l'hôtel et la carte a été refusée. Il ne voulait pas nous laisser partir. J'ai dû appeler mon père pour virer de l'argent à la réception. C'était humiliant. Et maintenant je ne peux pas me connecter à mon email. Tu as fait quelque chose? Si c'est à propos d'hier soir, tu réagis de manière excessive. C'était une blague. Meredith, une performance. Rappelle-moi tout de suite ou je jure devant Dieu. Clique une blague. J'ai dit à la pièce vide. Il allait essayer de faire passer une demande en mariage public à sa maîtresse pour une blague. Le délire était presque impressionnant. J'ai vérifié les SMS de Vanessa. Vanessa 2 heures. Mar, s'il te plaît décroche. Il y a un malentendu.
Vanessa 2h15. Mon appli Uber ne marche pas. Ça dit méthode de paiement invalide. Tu as annulé la carte d'entreprise. C'est illégal. Meredith, c'est ma rémunération. Vanessa 3h. Tu es une. On doit parler maintenant. J'ai souri. Un sourire authentique et tranchant. Puis le téléphone a sonné à nouveau dans ma main. L'identifiant de l'appelant clignotait. Evelyn Monroe. J'ai hésité. Puis j'ai glissé pour accepter. Bonjour Evelyn. Meredith. Sa voix était un crissement. Qu'est-ce que tu as fait? Russell vient de m'appeler de l'aéroport. Il dit qu'ils ne peuvent pas imprimer leurs billets. Il dit que tu as coupé ses vivres. Je n'ai pas coupé ses vivres, Evelyn, ai-je dit calmement, prenant une gorgée de café. J'ai gelé les actifs de l'entreprise. Il y a une différence. Si Russell a son propre argent, il est le bienvenu pour l'utiliser. Son propre argent. Tout est son argent. Il est le PDG. Il était le PDG, ai-je corrigé. Depuis 1 heure ce matin, il fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. Détournement de fonds. Elle a halté. Comment oses-tu? Après tout ce qu'il a fait pour toi, espèce de petite ingrate. Il t'a faite. Il t'a donné une vie. Et parce que tu es jalouse d'une petite amitié avec Vanessa. Il l'a demandé en mariage, Evelyn, ai-je interrompu. Sur scène tout en me traitant de moche et frigide. Oh, arrête d'être si dramatique, a raillé Evelyn. Les hommes ont des besoins. Si tu étais une meilleure épouse, il ne regarderait pas ailleurs. Tu devrais t'excuser auprès de lui. Tu devrais le supplier de revenir. Au lieu de cela, tu le plantes à l'aéroport comme une enfant vindicative. Tu as fini, ai-je demandé. Non, je n'ai pas fini. Arrange ça, Meredith. Arrange ça tout de suite ou je viens là-bas. Et Evelyn, ai-je interrompu, ma voix baissant d'une octave. La carte de crédit que tu utilises pour tes déjeuners hebdomadaires au club de bridge. Celle que Russell t'a donnée. Silence. C'est une carte d'entreprise, Evelyn. C'est dans le dossier d'audit. Chaque salade Cobb, chaque verre de chardonnay. Tout est marqué comme fraude. Tu voudras peut-être apporter de l'argent liquide à ton jeu la semaine prochaine. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué Russell. Puis j'ai bloqué Vanessa. Le silence qui a suivi était exquis. Je ne me cachais pas d'eux. Je me préparais. Je savais qu'il viendrait à moi. Il le devait. Je tenais les clés du royaume. L'interphone a bourdonné. J'ai regardé le moniteur. C'était le portier. Madame Monroe. Il y a un monsieur Jared Stevens ici pour vous voir. Il dit qu'il travaille pour Russell. Il a l'air. Eh bien, il a l'air sur le point de s'évanouir. Jared. L'assistant exécutif de Russell. Un gamin gentil, fraîchement sorti de l'école de commerce, noyé sous les prêts étudiants. Il faisait tout le vrai travail de Russell pendant que Russell jouait au golf. Fais-le monter, Patrick, ai-je dit. J'ai resserré la ceinture de ma robe de chambre en soie. La première vague du tsunami était sur le point de toucher le rivage. Jared avait l'air d'avoir couru tout le long du chemin depuis le bureau. Sa cravate était de travers, ses cheveux étaient en désordre, et il serrait une sacoche en cuir comme un bouclier. Il transpirait même si c'était une matinée fraîche. J'ai ouvert la porte. Madame Monroe. Oh, Dieu merci. Il a halté, tombant pratiquement dans le foyer. Je ne savais pas où aller ailleurs. Russell ne répond pas, Vanessa ne répond pas. Et le bureau. Le bureau est en feu. Métaphoriquement. Peut-être littéralement bientôt. Respire, Jared, ai-je dit en désignant le salon. Entre. Tu veux du café? Il m'a regardé comme si je venais de lui offrir une grenade à main. Du café, Madame Monroe, le système est en panne. Tout. La paix devait passer à 9 heures. Ça a échoué. L'équipe de Londres ne peut pas se connecter. La salle des serveurs est verrouillée, physiquement verrouillée. Les cartes clés ne fonctionnent pas. Il a avalé difficilement. Et il y a un message sur le tableau de bord principal.
Ça dit juste audit en cours. Tout le monde panique. Est-ce que l'entreprise coule? Est-ce que les fédéraux nous ont fait une descente? J'ai marché jusqu'à la cafetière et je lui ai versé une tasse. Je la lui ai tendue. Ses mains tremblaient tellement que le liquide a débordé sur le côté. L'entreprise ne coule pas, Jared, ai-je dit calmement. Elle est en cours de restructuration. Restructurée par qui? Russell est coincé à JFK. Il m'a envoyé un texto hurlant à propos de bugs et m'a dit de venir vous trouver parce que vous avez cassé Internet. Je ne l'ai pas cassé, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. Je l'ai réparé. Jared a cligné des yeux. C'était un gamin intelligent, mais il avait passé 2 ans à croire au mythe de Russell Monroe. Il pensait que Russell était le génie et que j'étais juste l'épouse qui se présentait aux fêtes de fin d'année. Je ne comprends pas, a-t-il chuchoté. Jared, ai-je dit, qui signe tes chèques? Nexus Innovation. Et qui possède Nexus Innovation? Eh bien, Russell, Monsieur Monroe. Il l'a fondé. Non, ai-je dit doucement. Il ne l'a pas fait. Je l'ai fait. J'ai vu la confusion sur son visage. J'ai écrit le code, Jared. Je possède 90% des actions. Russell possède 10%. Et hier soir, Russell a violé son contrat en essayant d'utiliser les fonds de l'entreprise pour emmener sa maîtresse, ta patronne, Vanessa, à Saint-Bar. La bouche de Jared s'est ouverte. Maîtresse. Vanessa, tu ne savais pas? Je veux dire, ils passaient beaucoup de temps ensemble, mais... Il s'est tu, son visage virant au rouge. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il réservait probablement les chambres d'hôtel. C'est bon, Jared. Tu faisais juste ton travail. Mais maintenant ton travail change. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au bureau dans le coin. J'ai ramassé une épaisse enveloppe Kraft que j'avais préparée avant son arrivée. Ce n'est pas un problème technique, ai-je dit en lui tendant l'enveloppe. C'est une prise de contrôle hostile par le propriétaire. Jared a pris l'enveloppe. Elle était lourde. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pour Russell. Puisqu'il est coincé à l'aéroport, je suppose qu'il reviendra ici ou à l'appartement de Vanessa très bientôt. J'ai besoin que tu lui donnes ça. Qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui qu'il n'y a pas de bug dans le système. Dis-lui que le système fonctionne parfaitement, exactement comme conçu. Dis-lui que parfois, quand on brûle un pont, on réalise trop tard qu'on se tenait du mauvais côté de la rivière. Jared m'a fixé. Il avait l'air terrifié mais aussi impressionné. Madame Monroe, a-t-il dit timidement. Et la paix? Les développeurs. Ils ont un loyer à payer. Je sais, ai-je dit. J'ai déjà mis en place une dérogation manuelle pour la paix du personnel général. Ce sera traité à midi. Mais la paix des cadres, c'est gelé. Russell et Vanessa ne seront pas payés aujourd'hui ni jamais. Jared a hoché la tête lentement. Il s'est levé, serrant l'enveloppe. Je devrais aller le trouver. Tu devrais. Et Jared? Oui, madame. Mets ton CV à jour. Je vais avoir besoin d'un nouveau directeur des opérations pour remplacer Vanessa. Si tu transmets ce message clairement, tu pourrais être dans la course. Ses yeux se sont écarquillés. Oui, madame. Merci, madame. Il s'est tourné et est sorti par la porte. Il marchait un peu plus droit que lorsqu'il était entré. Je l'ai regardé partir. Le pion avait été envoyé. Le roi était sur le point de recevoir son avis d'échec et mat. Je me suis rassise. Maintenant je n'avais plus qu'à attendre l'explosion. Ça ne prendrait pas longtemps. Un narcissique privé de son approvisionnement est une chose dangereuse, et Russell était sur le point de réaliser qu'il mourait de faim. J'ai pris mon livre. J'avais quelques heures avant que la vraie confrontation ne commence. J'avais l'intention d'en profiter. L'enveloppe que Jared avait emportée hors de mon appartement ressemblait à une bombe que je venais d'armer. Mais pendant que la mèche brûlait sur cet explosif, je devais préparer l'abri anti-atomique. J'étais assise seule dans mon salon, entourée par le silence qui avait l'habitude de me faire sentir seule, mais qui ressemblait maintenant à une armure. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années, mais que je connaissais par cœur. Cabinet Henderson, une voix bourrue a répondu à la deuxième sonnerie.
Bonjour, Arthur, ai-je dit. C'est Meredith Evans, pas Monroe. Evans. Arthur Henderson avait été l'avocat de ma grand-mère. Il avait 80 ans, vif comme un rasoir, et la seule personne à part moi qui connaissait la véritable structure de Nexus Innovation. Il détestait Russell. Il avait refusé de venir à notre mariage, envoyant une carte qui disait simplement « Assure-toi de garder le contrat de mariage dans un coffre inifugé ». Meredith, a-t-il dit, son ton passant de professionnel à alerte. J'attends cet appel depuis 15 ans. Est-ce que c'est le moment? C'est le moment, ai-je dit. Il a franchi la ligne. Arthur, fonds d'entreprise pour voyage personnel, détournement de fonds et humiliation publique. J'ai vu la vidéo, a grogné Arthur. C'est tendance sur Twitter. Le PDG demande la CO en mariage pendant que la femme regarde. Vous êtes la femme dans le titre, je suppose. Je le suis. Bien. Cette vidéo vaut plus que de l'or dans un tribunal. Elle prouve l'intention d'humilier, l'aliénation de l'affection, et elle documente publiquement leur relation alors qu'il est encore marié avec vous. Cela détruit toute défense du type nous étions juste amis. Que voulez-vous faire? Je veux le protocole de la terre brûlée, ai-je dit. Arthur a laissé échapper un sifflement bas. Vous êtes sûr? Cela ne laisse rien debout. Je suis sûr. Je vous envoie le projet des termes. J'ai besoin que vous les rendiez juridiquement imparables avant midi. J'ai passé les 2 heures suivantes à rédiger le document qui se trouvait actuellement dans l'enveloppe que Jared livrait, mais aussi à l'étoffer pour le dépôt légal formel. Je ne voulais pas juste que Russell parte. Je voulais qu'il soit effacé. Les termes étaient brutaux. Ils étaient conçus pour être, clause 1, démission immédiate. Russell Monroe démissionnerait de son poste de PDG avec effet immédiat. Pas de parachute doré, pas d'indemnité de départ, pas de rôle consultatif. Il sortirait avec les vêtements qu'il avait sur le dos. Clause 2, licenciement de Vanessa Thorne, licenciement immédiat pour faute grave, détournement de fonds, environnement de travail hostile. Elle serait interdite de locaux et légalement empêchée de contacter tout employé ou client de Nexus. Clause 3, restitution. C'était le poids lourd. J'ai calculé les dépenses non autorisées au cours des 5 dernières années. Les dîners, les voyages, les cadeaux, le bail de la Porsche de Vanessa, l'appartement dans lequel elle vivait, qui était techniquement un bureau satellite de l'entreprise. Cela totalisait 3,8 millions de dollars. Russell accepterait de rembourser la somme personnellement ou ferait face à des accusations criminelles pour vol d'entreprise. Comme je savais qu'il n'avait pas 3,8 millions de dollars, cela signifiait effectivement que je saisirais ses biens personnels, sa voiture, sa collection de montres et sa moitié de notre maison de vacances. Clause 4, l'accord de non-divulgation et de non-concurrence. Il serait banni de travailler dans le secteur technologique pendant 5 ans. Il serait banni de parler de Nexus, de moi, ou de leur temps dans l'entreprise. Pas de livre révélateur, pas d'interview, silence. Clause 5, admission publique. Russell signerait une déclaration reconnaissant que Meredith Evans était la seule fondatrice et créatrice de l'algorithme Nexus. Il admettrait que son rôle était purement promotionnel. J'ai fixé le document sur mon écran. Il ressemblait à une arme. Mon téléphone a bourdonné. Un texto de Jared. Livré. Il est à l'appartement de Vanessa. Il le lit maintenant. J'ai fermé les yeux et visualisé la scène. Russell, en sueur et paniqué, assis sur le canapé en daim beige de Vanessa, mais payé avec mon argent, lisant les mots qui mettaient fin à sa vie de faux roi. J'ai attendu. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Russell. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, ici Meredith. Meredith. C'est George du conseil. George Abernathy, le président du conseil d'administration, un homme qui m'avait toujours tapoté la tête et m'avait appelé la meilleure moitié de Russell tout en ignorant ma contribution aux réunions. Bonjour, George. Meredith, nous avons une situation, George semblait essoufflé. Nous avons reçu une notification de la banque et une alerte de la SEC, quelque chose à propos d'un audit interne, et Russell ne répond pas à son téléphone. Nous entendons des rumeurs sur. Eh bien, sur une liaison. Ce n'est pas une rumeur, George, ai-je dit, ma voix froide. C'était une diffusion en direct hier soir. N'avez-vous pas vu la demande en mariage?
Je pensais que c'était un sketch pour le gala. Ce n'était pas un sketch. Russell tente d'utiliser les fonds de l'entreprise pour financer sa nouvelle vie avec Vanessa. J'ai gelé les comptes pour protéger les actionnaires. De rien. Vous avez gelé les comptes. Meredith, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes juste une. Eh bien, vous êtes une actionnaire, mais vous n'êtes pas l'exécutif. En fait, George, si vous vérifiez les statuts d'incorporation, spécifiquement l'article 9, section C, vous verrez qu'en tant qu'actionnaire majoritaire avec 90% des capitaux propres, j'ai des pouvoirs d'urgence en cas de malversation de l'exécutif. J'exerce ces pouvoirs. Silence à l'autre bout. Je pouvais l'entendre remuer des papiers. 90%. A-t-il chuchoté? Je pensais que Russell disait toujours que c'était 50 à 50. Russell a menti, ai-je dit. À propos de beaucoup de choses. Je suggère que vous convoquiez une réunion d'urgence du conseil pour demain matin à 9 h. Je serai là pour accepter la démission de Russell et présenter la comptabilité judiciaire de son vol. Si le conseil le soutient, je serai forcé de poursuivre chacun de vous pour négligence dans vos obligations fiduciaires. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? George a bafouillé. Oui. Demain 9 h. J'ai raccroché. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. La ville semblait différente aujourd'hui, plus nette. Le brouillard s'était levé. Je ne me battais pas seulement pour de l'argent. Je me battais pour mon nom. Pendant 15 ans, j'avais été un fantôme dans ma propre machine. Demain, j'allais me manifester. Mais avant demain, je devais traverser ce soir. Et je savais avec une certitude écœurante que le serpent n'allait pas tomber sans essayer de mordre une dernière fois. L'interphone a bourdonné à nouveau. Madame Monroe, Patrick le portier semblait nerveux. Mademoiselle Thorne est ici. Elle exige de monter. Elle dit qu'elle habite là. Elle n'habite pas ici, Patrick, ai-je dit. Mais laissez-la monter. Il est temps que je sorte les poubelles. J'ai laissé la porte déverrouillée. Je voulais qu'elle entre. Je voulais qu'elle sente qu'elle avait encore du pouvoir juste jusqu'au moment où je le lui enlèverais. La porte s'est ouverte à la volée. Vanessa n'est pas entrée. Elle a fait irruption. Elle ressemblait à une épave, mais une épave glamour. Son jean de créateur était serré. Ses cheveux étaient dans un chignon désordonné qui avait probablement pris 1 heure à perfectionner. Et elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Elle les a arrachées en entrant dans le salon, ses yeux flamboyants de prétention. Espèce de garce folle, a-t-elle crié en jetant son sac Louis Vuitton sur mon canapé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as coupé ma carte. Tu m'as verrouillé hors du système. As-tu une idée de qui je suis? J'étais assise dans le fauteuil en sirotant du thé. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas bronché. Bonjour, Vanessa, ai-je dit. Je vois que tu n'as pas réussi à aller à Saint-Bar. Ne joue pas à la mignonne avec moi, Meredith. Elle a marché vers moi, pointant un doigt manucuré sur mon visage. Tu gâches tout. Russell est dans un état lamentable à cause de toi. Il fait une crise de panique dans mon salon. Nous étions censés célébrer. Célébrer quoi? Ai-je demandé calmement. Coucher avec mon mari ou voler mon argent? Je n'ai rien volé. J'ai gagné cet argent. Je suis la CEO de cette entreprise. J'ai construit la marque. Tu as planifié des fêtes, Vanessa, ai-je dit. Et tu as couché avec le PDG. Ce n'est pas une compétence de la direction générale. C'est le plus vieux métier du monde. Son visage est devenu rouge tacheté. Comment oses-tu? Tu es juste jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi depuis l'université. C'était moi que les gens voulaient. J'étais celle avec l'étincelle. Tu étais juste le portefeuille. Le portefeuille ennuyeux et ordinaire. C'était là. La vérité qu'elle cachait depuis 20 ans. C'est ce que tu penses? Ai-je demandé. Que j'étais juste un portefeuille? Oui, a-t-elle ri, un son dur et laid. Pourquoi d'autres Russell seraient-ils avec toi? Regarde-toi, Meredith. Tu portes des pulls trop grands. Tu lis des livres sur le codage pour le plaisir. Tu as 0 sex-appeal. Russell avait besoin d'une femme pour paraître respectable pendant qu'il construisait l'empire. Maintenant qu'il a réussi, il n'a plus besoin de l'accessoire.
Il a besoin d'une partenaire. Quelqu'un qui correspond à son éclat. Moi. Je me suis levé alors. Lentement. Il n'a pas construit l'empire, Vanessa, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure dangereux. Et toi non plus. J'ai marché jusqu'à la table basse et j'ai ramassé un dossier. Je l'ai jeté vers elle. Il a glissé sur le bois poli et s'est arrêté à ses pieds. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle ricané. Ouvre-le. Elle a hésité, puis s'est penchée et l'a ouvert. C'est un audit judiciaire de tes dépenses, ai-je dit. Page 1, le bail de la Porsche. Page 2, le loyer de ton appartement, listé comme bureau satellita. Page 3, les frais de scolarité pour l'école privée de ta nièce, listés comme frais de consultation. Page 4, les 50 000 $ que tu as transférés à ta mère, listés comme dons caritatifs. Ses mains ont commencé à trembler. Russell a approuvé tout ça, a-t-elle balbutié. Russell n'a pas l'autorité d'approuver le vol, ai-je dit. Et comme je n'ai jamais signé ces dépenses en tant qu'actionnaire majoritaire, c'est du détournement de fonds. Détournement de fonds criminels. Vanessa, dans l'État de New York, étant donné que le montant est supérieur à $1 million, tu risques jusqu'à 25 ans de prison. Elle a laissé tomber le dossier. La couleur a quitté son visage si vite qu'elle ressemblait à un cadavre. Prison, a-t-elle chuchoté. J'ai déjà envoyé une copie au procureur de district. J'ai menti. Je ne l'avais pas encore envoyée, mais elle ne le savait pas, et une autre copie à l'IRS. Tu vois, tu n'as pas payé d'impôt sur ces revenus. C'est de la fraude fiscale. Meredith. Attends, a-t-elle dit, sa voix changeant instantanément. L'agression s'est évanouie, remplacée par le ton cajoleur et pathétique dont je me souvenais de l'université. Mar, s'il te plaît. On est amis. Meilleurs amis. Tu ne peux pas m'envoyer en prison. Je ne savais pas. Russell m'a dit que c'était bon. Il m'a manipulé. Je suis une victime aussi. C'était écœurant. Il y a 5 minutes, elle était la reine qui méritait la couronne. Maintenant, elle était la victime. Tu n'es pas une victime, Vanessa, ai-je dit, marchant plus près d'elle jusqu'à être juste dans son espace personnel. Tu es un parasite. Je t'ai laissé te nourrir de moi parce que j'étais seul. Mais je ne suis plus seul. Je suis juste en colère. Je peux arranger ça, a-t-elle crié, tendant la main pour attraper la mienne. J'ai reculé comme si elle était radioactive. Je vais rompre avec lui. Je jure que je dirai au conseil que c'était toute son idée. Je témoignerai contre lui. Juste ne me mets pas en prison. Mar, s'il te plaît, pense à tous les bons moments que nous avons eus. Les bons moments? J'ai ri. Tu veux dire quand je faisais tes devoirs ou quand je payais ton loyer ou quand tu baisais mon mari dans ma maison? Elle a tressailli. Sors, ai-je dit. Meredith. Sors. J'ai hurlé. C'était la première fois que j'élevais la voix. Le son a résonné sur les murs, brut et terrifiant. Sors de ma maison. Sors de mon entreprise. Sors de ma vie. Si je te revois, je n'appellerai pas la police. Je te détruirai si complètement que tu ne pourras pas obtenir un emploi pour récurer les toilettes dans cette ville. Elle a reculé précipitamment, attrapant son sac. Elle m'a regardé une dernière fois, les yeux écarquillés de terreur, et puis elle a couru. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Je suis resté là à trembler. Mon cœur s'emballait. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai verrouillée. J'ai appuyé mon front contre le bois frais. Une de moins, un à faire. Russell n'a pas fait irruption. Il n'avait plus de clé. J'avais changé les serrures électroniques à distance via l'application il y a 1 heure. Il a frappé. C'était un coup doux et hésitant. Le coup d'un homme qui sait qu'il est du mauvais côté de la porte dans tous les sens du terme. Il était 23h30. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air pathétique. Sa chemise de smoking était déboutonnée. Sa cravate avait disparu. Et il sentait le scotch rassis et la peur. Ses yeux étaient rouges. L'arrogance de la scène, l'éclat du PDG. Tout était parti. Il ressemblait à un ballon qui avait perdu son air. Meredith, a-t-il croassé. Entre, Russell, ai-je dit en m'écartant.
Il est entré dans le salon et a regardé autour de lui comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Il a regardé l'endroit vide sur le manteau de la cheminée où j'avais enlevé notre photo de mariage. Il a regardé les cartons emballés près de la porte, ces cartons. « Tu as emballé mes affaires ?» a-t-il dit, la voix tremblante. « J'ai emballé les choses que tu as payées avec ton propre argent » ai-je dit. « C'est une très petite pile. » Il s'est affaissé sur le canapé. Il a mis sa tête dans ses mains et a commencé à pleurer. C'était un son bruyant, humide et laid. « J'ai tout gâché » a-t-il sangloté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était comme un rêve fiévreux. Vanessa, elle est entrée dans ma tête. Mar, elle m'a fait sentir que j'étais Superman. Elle a dit que tu ne m'appréciais pas. Elle a dit que tu me retenais. Je me tenais près de la fenêtre en le regardant s'effondrer. Et tu l'as cru, ai-je demandé. J'étais faible. Il a levé les yeux, les larmes coulant sur son visage. Je suis un homme, Meredith. J'ai des besoins. Tu travailles toujours. Tu es toujours occupé avec le code. Je me sentais seul. Je travaillais pour payer la Ferrari que tu conduisais jusqu'à son appartement, ai-je dit froidement. Je sais. Je sais que j'ai merdé. Il s'est levé et a essayé de marcher vers moi. J'ai levé une main et il s'est arrêté. Mais nous pouvons arranger ça. Rosie, s'il te plaît, souviens-toi de nous. Souviens-toi du début? Nous étions une équipe. Toi et moi contre le monde. Rosie. Il ne m'avait pas appelé comme ça depuis 10 ans. C'était un coup bas. Il n'y a pas de nous, Russell. Il y a juste le plaignant et le défendeur. Son visage s'est durci légèrement. La tristesse a vacillé, remplacée par un éclair de désespoir. Tu ne peux pas me détruire, Meredith. L'entreprise a besoin de moi. Je suis le visage. L'action va s'effondrer si je pars. Les investisseurs m'aiment. Les investisseurs aiment le profit, ai-je dit. Et une fois que je leur aurai montré les maths selon lesquelles tu leur as coûté 3,8 millions de dollars en vol. Ils aimeront encore plus te voir me noter. Tu ne le ferais pas, a-t-il chuchoté. Je suis ton mari. Tu as cessé d'être mon mari au moment où tu as demandé à une autre femme de t'épouser en direct. Il a fait les 100 pas dans la pièce, passant ses mains dans ses cheveux. Il était acculé et un animal acculé mort. D'accord, a-t-il dit, sa voix changeant. Elle est devenue plus basse, plus méchante. D'accord. Tu veux jouer dur? Jouons. J'ai des choses sur toi aussi, Meredith. Ah vraiment? Comme quoi? Que je travaille trop dur, que je donne à des œuvres de charité? La vidéo, a-t-il dit. La vidéo de la demande en mariage. J'ai le fichier original, la version haute résolution. Si tu me vires, si tu me ruines, je publierai la version complète. Celle où la caméra te suit en train de t'éloigner. Tu avais l'air pathétique, Meredith. Sortant comme une lâche. Les gens vont rire de toi. Tu seras la reine des cocus de la Silicon Valley. C'est ce que tu veux. Je l'ai fixé. Il essayait réellement de me faire chanter avec le moment de sa propre infidélité. C'était tellement absurde, tellement profondément narcissique, que j'ai failli rire. Tu penses que je me soucie d'une vidéo, ai-je demandé. Je sais que oui, a-t-il ricané, regagnant un peu de confiance. Tu détestes l'attention. Tu détestes être regardé. Si cette vidéo devient virale, vraiment virale, tu ne pourras plus jamais montrer ton visage en public. Je vais la tourner à mon avantage. Je dirai à tout le monde que nous avions un mariage ouvert et que tu es devenue jalouse parce que je l'ai choisi elle plutôt que toi. Je ruinerai ta réputation. J'ai sorti mon téléphone. Est-ce la vidéo dont tu parles, ai-je demandé en ouvrant ma galerie. J'avais téléchargé le flux plus tôt. J'ai appuyé sur lecture. Nous avons regardé les minuscules silhouettes sur l'écran. Lui à genoux, moi m'éloignant. Ouais, a-t-il dit. C'est celle-là. Russell, ai-je dit, je possède le droit d'auteur sur la diffusion en direct. Elle a été filmée par l'équipement Nexus lors d'un événement Nexus. Si tu la publies, je te poursuivrai pour violation de droit d'auteur en plus du détournement de fonds. Mais je ne me suis pas arrêté là. Et juste pour que nous soyons clairs sur le peu de levier que tu as. J'ai appuyé sur l'icône de la poubelle. Supprimer.
Ensuite, je suis allé dans le dossier récemment supprimé. Tout supprimé. J'ai levé le téléphone vide. Je n'ai pas besoin de cacher la vérité, Russell. La vérité est mon arme. Tu penses que les gens vont rire de moi? Peut-être pendant un jour. Mais sais-tu ce dont ils se souviendront? J'ai fait un pas vers lui. Ils se souviendront que je suis celle qui t'a viré. Ils se souviendront que je suis celle qui a gardé les millions. Et ils se souviendront que tu es un fraudeur fauché d'âge moyen qui a perdu la poule aux œufs d'or parce qu'il est devenu avide. Il a fixé le téléphone, puis moi. Le combat l'a quitté complètement. Il s'est effondré sur le canapé. S'il te plaît, a-t-il chuchoté. Je n'ai rien. Vanessa m'a mis à la porte. Elle a dit que j'étais un mauvais investissement. Mes cartes sont gelées. Je ne peux même pas prendre une chambre d'hôtel. Ne fais pas ça, Rosie. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 15 ans. J'ai cherché une étincelle de pitié dans mon cœur. Je l'ai cherché, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était de la cendre. Signe les papiers, Russell, ai-je dit en pointant l'enveloppe sur la table. Signe-les maintenant, et je n'appellerai pas la police ce soir. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. Une nuit seulement et tu pars à l'aube. Si tu ne signes pas, j'appelle la police de New York et je signale un vol de 3,8 millions de dollars. Il a regardé l'enveloppe. Il m'a regardé avec une main tremblante. Il a cherché un stylo dans la poche de sa veste. Il n'avait plus son stylo Montblanc coûteux. Il a sorti un bic en plastique bon marché. Il a signé. J'ai ramassé les papiers. J'ai vérifié la signature. C'était fait. La chambre d'amis est au bout du couloir, ai-je dit. Ne touche à rien. Les caméras regardent. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte juste pour sentir l'air frais. J'avais besoin de respirer. Je l'ai refermée fermement, la verrouillant. J'ai appuyé mon dos contre le bois lourd. Je pouvais l'entendre pleurer doucement dans le couloir, mais le son semblait lointain, comme s'il venait d'un autre univers. J'ai glissé le long de la porte jusqu'à ce que je sois assise par terre. J'ai fermé les yeux. Mon corps se sentait lourd, épuisé, mais incroyablement, merveilleusement libre. Le parasite était parti. Le poids était levé. Si vous écoutez toujours ceci, si vous êtes resté avec moi à travers la trahison, le chagrin d'amour et cette longue nuit sombre de l'âme, s'il vous plaît faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur le bouton j'aime et commentez le chiffre ainsi dessous. Faites-moi savoir que vous êtes là. Faites-moi savoir que je ne suis pas folle de faire ça. Votre soutien est la seule chose qui me fait tenir debout en ce moment. Commentez ainsi vous êtes prêt à voir ce qui se passera quand le soleil se lèvera et que j'entrerai dans cette salle de conférence pour reprendre mon trône. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté au lit à écouter le silence de l'appartement, sachant que Russell était au bout du couloir dans la chambre d'amis. C'était un espace liminal étrange, mariés, mais pas ensemble, mais à des mondes l'un de l'autre. À 5 heures du matin, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Il était parti. Il avait pris ses 2 cartons et était parti avant le lever du soleil, juste comme je l'avais ordonné. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé un taxi s'éloigner du trottoir en bas. C'était ça. 15 ans de mariage, s'éloignant dans un taxi jaune. J'ai vérifié mon téléphone. Internet, cependant, ne dort jamais. L'histoire avait éclaté au grand jour. La vidéo de la demande en mariage avait atteint Reddit, Twitter et TikTok. Mais quelque chose d'inattendu se produisait. Russell avait menacé que les gens riraient de moi et certains le faisaient. Il y avait des commentaires méchants m'appelant l'épouse ignorante ou se moquant de mon tailleur, mais la marée tournait. Un TikTok d'une utilisatrice nommée @techgirl99 est devenu viral. C'était une ancienne stagiaire chez Nexus. Dans la vidéo, elle criait presque « Vous riez d'elle ». Savez-vous qui c'est? C'est Meredith Evans. Elle a écrit le code Nexus. Russell est juste un costard. J'ai fait un stage là-bas pendant un été. Russell ne pouvait même pas ouvrir un PDF sans aide. Meredith a réparé un crash serveur en pyjama à 3 heures du matin. Elle est le génie. Il est un clown. Le hashtag Team Meredith était tendance. J'ai fait défiler les commentaires. Attends, elle possède l'entreprise. Quel coup de maître de partir comme ça. Il a demandé la CO en mariage aux frais de l'entreprise.
C'est un procès assuré. Comportement de reine. Le silence est bruyant. Puis j'ai vu un post de ma belle-mère, Evelyne. Bien sûr, elle avait posté un long statut décousu sur Facebook. Mon pauvre fils est victimisé par une femme vindicative qui contrôle les cordons de la bourse. Meredith a toujours été jalouse de son succès. Priez pour Russell. Mais les commentaires en dessous n'étaient pas le cercle de prière qu'elle attendait. Evelyne. Votre fils ne l'a-t-il pas trompé publiquement? Asseyez-vous pour celle-là. Jalouse de son succès, madame? Elle a acheté votre maison. J'ai senti une boule dans ma gorge. J'avais passé tant d'années à penser que j'étais invisible. Je pensais que personne ne remarquait le travail que je faisais. Je pensais que je faisais juste partie des meubles. Mais les gens avaient remarqué. Les stagiaires, les développeurs, les gens calmes au fond de la salle. Ils m'avaient vu. Ma boîte de réception email était inondée non pas de spam mais de messages d'employés. Objet, avec vous. Madame Monroe ou Mademoiselle Evans. Je voulais juste dire que l'équipe d'ingénierie est derrière vous. Nous savons qui a construit cet endroit. Ne le laissez pas le prendre. Dev, développeur senior. Objet, merci. Vous avez approuvé mon congé maternité quand Russell voulait le refuser. Je n'ai pas oublié. Nous vous attendons tous. Sarah RH. J'ai commencé à pleurer. Pas les larmes laides et désespérées d'hier soir. C'était des larmes de soulagement, des larmes de validation. Je n'étais pas seul. J'avais une armée. Je ne l'avais juste pas réalisé parce que j'étais trop occupé à regarder le général qui me trahissait. J'ai essuyé mes yeux. Il était 7 heures. La réunion du conseil était à 9 heures. Je suis allé à mon placard. Pendant des années, je m'étais habillé pour me fondre dans le décor, beige, bleu marine, gris, chaussures sensées. N'attire pas l'attention, Meredith, disait Russell. Tu as l'air sévère aujourd'hui. Je ne voulais pas me fondre dans le décor. J'ai repoussé les tailleurs gris. J'ai cherché au fond du placard une housse à vêtements que j'avais achetée sur un coup de tête à Paris il y a 5 ans et jamais portée. C'était un tailleur blanc, net, taillé sur mesure, architectural. Il ressemblait à quelque chose qu'un méchant porterait dans un film ou un héros, selon votre perspective. Je l'ai mis. Il allait parfaitement. Je me suis regardé dans le miroir. Le tissu blanc me rendait radieuse, pas délavé. J'ai mis une paire de talons aiguilles rouges. Des chaussures que Russell disait trop agressives. J'ai appliqué du rouge à lèvres rouges. Je n'allais pas au bureau pour m'excuser. Je n'allais pas là-bas pour expliquer. J'y allais pour conquérir. J'ai attrapé ma mallette. À l'intérieur se trouvaient les papiers de démission signés, l'audit judiciaire et l'avis de licenciement pour Vanessa. Je suis sorti du Penthouse. Patrick le portier a regardé à 2 fois quand il m'a vu. Madame Monroe. Waouh, vous avez l'air. Mademoiselle Evans. Patrick. J'ai souri. À partir de maintenant, c'est Mademoiselle Evans. Et merci. Je suis sorti dans la rue. L'air était vif. La ville était réveillée. J'ai hélé un taxi. Je n'ai pas pris un Uber. Je voulais sentir l'énergie chaotique de la ville. Où ça, madame, a demandé le chauffeur. Tour Nexus, ai-je dit. Et foncé. J'ai une entreprise à reprendre. Le hall de la tour Nexus bourdonnait. L'heure de pointe du matin battait son plein. Habituellement, je me faufilais à travers les tourniquets, tête baissée, badge déjà sorti, espérant que personne ne m'arrêterait pour poser des questions sur Russell. Aujourd'hui, je me suis arrêté au centre de l'atrium. Le tailleur blanc agissait comme un phare. Les gens se retournaient. Les conversations s'arrêtaient. J'ai vu des têtes se pencher ensemble, chuchoter. J'ai vu des téléphones sortir. Je me tenais droite. J'ai établi un contact visuel. J'ai fait un signe de tête à la réceptionniste qui avait l'air de pouvoir s'évanouir. Bonjour, Kelly, ai-je dit clairement. Bonjour, madame. Mademoiselle Evans, a-t-elle balbutié. J'ai vu Henderson attendre près des ascenseurs. Mon avocat. Il portait un costume 3 pièces qui semblait plus vieux que le bâtiment, et il portait une mallette en cuir usé qui semblait contenir les secrets de l'univers. Il a souri quand il m'a vu. Un sourire de requin prédateur.
Vous ressemblez à l'ange de la mort, a-t-il dit avec approbation alors que j'approchais. Si l'ange de la mort portait du Chanel. C'est Alexander McQueen, ai-je corrigé. Prêt, Arthur? Je suis né prêt. J'ai entendu dire que Russell est déjà là-haut. Il essaie de rallier le conseil. Il a apporté du café. Le café ne réparera pas un trou de 3,8 millions de dollars dans le grand livre, ai-je dit. Nous sommes entrés dans l'ascenseur exécutif. Les portes se sont fermées, bloquant les murmures du hall. Comment vous sentez-vous? A demandé Arthur, regardant les chiffres grimper. Terrifié, ai-je admis. Et exalté. Bien. Utilisez ça. Russell va essayer de les charmer. Il va jouer la victime. Il va dire, tu es émotive. Ne sois pas émotive. Sois factuel. Je suis toujours factuel, Arthur. L'ascenseur a sonné au 40e étage, le niveau exécutif. Les portes en verre ont glissé. Le couloir était calme, mais c'était un calme tendu. Les assistantes administratives tapaient furieusement, la tête baissée, mais je pouvais sentir leurs yeux sur moi alors que nous passions. Je suis passé devant le bureau de Russell. La porte était ouverte. Sa plaque Russell Monroe, PDG était toujours sur la porte. J'ai pris une note mentale pour demander à la maintenance de l'enlever avec un tournevis dans l'heure. Nous avons atteint la salle de conférence. Les doubles portes étaient fermées. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur. La voix de Russell. Il parlait vite, fort, essayant de vendre quelque chose. Un malentendu temporaire, une dispute conjugale. La vision restait forte. Je n'ai pas frappé. J'ai placé ma main sur la poignée. J'ai regardé Arthur. Il a hoché la tête. J'ai poussé les portes. La conversation s'est coupée instantanément. 12 hommes et femmes étaient assis autour de la table massive en obsidienne. En bout de table, là où il tenait habituellement court, se tenait Russell. Il avait l'air mieux qu'hier soir. Il s'était clairement douché et avait mis un costume frais, mais ses yeux étaient maniaques. Il s'est figé quand il m'a vu. Un partenariat sexuel, a interjeté Arthur Henderson depuis le coin, ce qui est une violation du code de conduite RH, spécifiquement l'article 4 concernant les relations exécutives et les conflits d'intérêts. En fait, Russell, a dit George doucement. Les papiers d'incorporation montrent que Meredith l'a fondé. Tu étais juste le premier employé. Tous ceux qui sont pour, a demandé George. Une bague de fiançailles pour ta maîtresse est un investissement, a demandé Linda, sa voix comme de la glace. Eh bien, tu es toujours marié à l'actionnaire majoritaire. Et ceci, ai-je dit en pointant le marqueur vers Russell, est le nombre de lignes de code que Russell a écrites. C'est le nombre de décisions stratégiques sur les produits qu'il a prises sans mon approbation. C'est le nombre de brevets à son nom. Arthur, ai-je dit, s'il te plaît distribue les copies. Mais nous rétablissons les heures supplémentaires qui ont été coupées l'année dernière, et nous augmentons le budget RD de 200%. Sors, ai-je dit. Bonjour à tous, ai-je dit. Ma voix était stable, projetée depuis le diaphragme, juste comme je m'étais exercé dans le miroir. Je m'excuse pour l'interruption, mais je crois que l'affaire personnelle à laquelle Russell fait référence implique le vol de près de 4 millions de dollars de l'argent des actionnaires, et cela en fait très clairement une affaire de conseil d'administration. Salut tout le monde, ai-je dit. Ma voix a tremblé un peu, puis s'est stabilisée. Je suis Meredith. Vous me connaissez comme la personne qui corrige les bugs la nuit. À partir d'aujourd'hui, je suis la personne qui signe les chèques. Il va y avoir quelques changements. Plus de fêtes de retraite plaquées or, mais je demande un vote. J'ai dit, motion pour accepter la démission immédiate de Russell Monroe et le licenciement de Vanessa Thorne pour cause réelle et sérieuse, et une motion pour nommer Meredith Evans comme PDG par intérim. Je seconde la motion, a dit Linda, fermant son dossier. Ce n'était pas une maîtresse, a plaidé Russell. Vanessa est la CEO. Nous étions. Nous construisions un partenariat. Meredith, a dit George. Russell dit, tu as gelé les comptes par dépit. Il dit. Meredith, a-t-il dit, forçant un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Je disais juste au conseil que nous devons garder les affaires personnelles hors de la salle de conférence. La motion est adoptée, a dit George. Il a regardé Russell. Russell, nous acceptons ta démission.
La sécurité va t'escorter dehors. Monsieur Monroe, par ici s'il vous plaît. Non, Russell, ai-je dit. Je l'ignifuge. Maintenant, ai-je dit au conseil. Remettons-nous au travail. J'ai une feuille de route pour le prochain trimestre qui n'implique pas Saint-Bar, mais qui implique une augmentation de 20% de la vitesse de traitement. Qui veut l'entendre? Rosie, ne fais pas ça, a-t-il averti, sa voix basse. Tu me brûles, tu brûles l'entreprise. Russell n'est pas le moteur, ai-je dit au conseil. Il est l'ornement de capot, et les ornements de capot sont chers, lourds et facilement remplacés. Russell dit beaucoup de choses, ai-je interrompu. Mais les chiffres ne parlent pas. Ils sont, tout simplement. Elle est invisible, a-t-il craché. Ceci, ai-je dit, croisant le regard de Russell, est le reçu. C'est le montant que Russell et Vanessa ont extrait de l'entreprise pour usage personnel au cours des 5 dernières années. Ceci, ai-je dit en me retournant, est le revenu total généré par l'algorithme Nexus au cours des 7 dernières années. L'algorithme que j'ai écrit, les brevets listés sous Meredith Evans. Ceci, a bafouillé George en regardant Russell. Russell, est-ce vrai? As-tu dépensé 45 000 $ chez Tiffany sur la carte de l'entreprise? Vanessa a déjà été escortée hors du bâtiment. J'ai dit que son accès a été révoqué à 8 heures. Elle t'attend sur le trottoir. Je suggère que vous partagiez un taxi. C'est moins cher. Vanessa, a-t-il dit. Et Vanessa? Qu'est-ce que c'est? A demandé un membre du conseil. Tu ne peux pas faire ça, a crié Russell. George, dis-lui. J'ai fondé cette entreprise. Tu restes en dehors de ça, Henderson, a claqué Russell. Il s'est tourné vers le conseil, le désespoir dans les yeux. Écoutez, d'accord, peut-être que j'ai trop dépensé. Peut-être que je me suis un peu laissé emporter. Je vais rembourser. Déduisez-le de mon bonus, mais vous ne pouvez pas me virer. Je suis Nexus. Je suis le visage sur les couvertures de magazines. Si je pars, l'action tombe à zéro. Meredith ne peut pas diriger cette entreprise. Elle est fragile. Elle est une codeuse back-end. Elle ne peut pas parler à la presse. Elle ne peut pas diriger. Tu échoueras, a-t-il chuchoté. Tu es ennuyeuse, Meredith. Personne ne veut regarder une bibliothécaire diriger une entreprise technologique. Tu vas ennuyer le monde à mort. Tu as raison, Russell, ai-je dit, le dos à la salle pendant que j'écrivais. J'ai été invisible par choix. Le génie silencieux parle. Le titre disait, nous annonçons une restructuration de la direction. Meredith Evans, fondatrice et créatrice de la technologie Nexus, assume le rôle de PDG. Nous remercions l'ancienne direction pour ses services et attendons avec impatience une nouvelle ère de transparence et d'innovation. Russell a signé l'accord de remboursement. Il liquide ses actifs. Il retourne dans l'Ohio pour vivre avec sa mère. Vanessa a reçu la poursuite civile. Elle cherche un avocat commis d'office. Déclaration de Nexus Innovation. Et si jamais vous vous retrouvez dans une pièce où les gens rient de vous, souvenez-vous de cette histoire. Ne criez pas. Ne vous battez pas, attendez juste. Rassemblez vos données, vérifiez vos contrats, et puis quand ils s'y attendent le moins, cliquez sur le bouton d'arrêt d'urgence. Arthur s'est déplacé dans la pièce en distribuant des paquets épais à chaque membre du conseil. Quant à Russell, j'ai entendu par une connaissance commune qu'il travaille dans un Best Buy dans l'Ohio, vendant des ordinateurs. Il dit au client qu'il était PDG. Il hoche la tête, sourit et lui demande où sont les câbles USB. Mais avant de partir, il s'est retourné. Mais je m'étais trouvé. Et en regardant le bilan de ma vie, c'était un profit net massif. Chaque main s'est levée. Même les mains des personnes que Russell avait embauchées. Il reconnaissait un navire en perdition quand ils en voyaient un, et il n'allait pas se noyer avec lui. Pendant une seconde, le silence. Des halètements autour de la table. George Abernathy regardait de moi à Russell, le visage pâle. George a regardé l'audit. Il a regardé les chiffres sur le tableau blanc. Il a regardé Russell, en sueur et maniaque. Puis il m'a regardé, debout calme et en tailleur blanc au centre de la tempête. Il est parti. Les portes se sont refermées derrière lui. Il m'a regardé avec une haine pure. Il a pointé un doigt vers moi. J'ai gardé le marqueur et je l'ai jeté sur la table.
Il a claqué bruyamment. Je ne me suis pas assise dedans. Je l'ai poussé de côté. Je me suis tenu en bout de table. J'ai senti une bouffée de chaleur dans ma poitrine. Mais je n'ai pas crié. J'ai marché jusqu'au tableau blanc à l'avant de la salle. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine qui était meilleure que n'importe quel champagne. J'ai fini ma pizza. J'ai marché jusqu'au balcon et j'ai regardé la ville. J'avais perdu un mari. J'avais perdu une meilleure amie. J'avais repris mon entreprise. J'ai appris une leçon précieuse. Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est juste le son de quelqu'un qui charge son arme. J'ai regardé Georges. J'ai commandé une pizza. Je me suis assise sur le sol du salon en mangeant une pizza au pepperoni et en buvant un verre de vin rouge bon marché. J'ai fait une pause. J'ai pris un marqueur noir. Il a grincé quand je l'ai débouché. J'ai placé ma mallette sur la table. J'ai fait claquer les loquets ouverts. Le son était fort dans le silence. J'ai sorti l'audit judiciaire. Je l'ai fait glisser au centre de la longue table. Il a tourné parfaitement, s'arrêtant juste devant Georges. J'ai vu la colère sur le visage de Linda, la représentante de notre plus grande société de capital risque, alors qu'elle voyait les dépenses de jet privé listées comme acquisition de clients. J'ai vu la confusion sur le visage de Russell. Il n'avait pas encore vu ce document. Il savait qu'il avait dépensé de l'argent, mais je ne pense pas qu'il ait réalisé que j'avais suivi chaque centime. J'ai vu le choc sur le visage de Georges alors qu'il lisait la section sur l'appartement du bureau satellite. J'ai souri. J'ai vendu le Penthouse. Il avait trop de fantômes. J'ai acheté une maison en grès à Brooklyn. Elle a un jardin. Elle a une bibliothèque. Elle a une cuisine où je cuisine pour des amis. De vrais amis, pas des parasites. J'ai passé des heures avec l'équipe de relations publiques à rédiger une déclaration. Nous n'avons pas caché le scandale. Nous l'avons contrôlé. J'ai lancé un fonds de bourse d'études pour les femmes dans l'estime. Je l'ai nommé la bourse Evans. Chaque année, je paie pour que 10 filles aillent à l'université afin qu'elles n'aient jamais à compter sur quelqu'un d'autre pour leurs frais de scolarité. Je me suis tenu sur un bureau. Oui, avec mes talons et mon tailleur blanc. Je me suis retourné et j'ai écrit un autre nombre, 3 800 000. J'ai allumé la télé. Les nouvelles couvraient le remaniement de Nexus. Je suis entré dans la pièce. Le clic de mes talons rouges sur le sol a résonné comme des coups de feu. Je n'ai pas regardé Russell. J'ai marché directement à l'autre bout de la table, l'extrémité opposée à lui. J'ai marché jusqu'au bout de la table, jusqu'à la chaise de Russell. J'étais nerveuse. C'étaient les gens qui avaient regardé le direct. Ils m'avaient vu m'éloigner. J'ai observé leur visage. J'ai écrit un nombre sur le tableau, 847 millions de dollars. J'ai écrit un troisième nombre, 0. Je sors à nouveau avec quelqu'un. Son nom est Marc. Il est architecte. Il se fiche de mon argent. Il aime que je sois intelligente. Lors de notre premier rendez-vous, il m'a demandé d'expliquer l'informatique quantique. Nous avons parlé pendant 4 heures. Je suis heureuse. Pas le faux bonheur filtre Instagram que j'avais l'habitude de dépeindre. Vraiment heureuse. Le genre qui vient du fait de savoir qu'on peut survivre au feu et en ressortir faite d'acier. Mon téléphone a bourdonné. Un texto d'Arthur. Nexus prospère. Notre action est en hausse de 15%. Il s'avère que le marché aime la stabilité et le génie plus qu'il n'aime le clinquant et le drame. Ohio, sous-sol d'Evelyn. C'était presque trop poétique. Russell avait l'air de vouloir vomir. Il a fait un pas vers moi. Russell se tenait là. Il semblait dépouillé. L'illusion avait disparu. Il n'était pas un titan de l'industrie. Il était juste un homme dans un costume qu'il ne pouvait plus se permettre. Russell a tiré sur son col. Georges, écoute. C'est complexe. La ligne entre la marque personnelle et la marque d'entreprise est floue. J'avais besoin de maintenir une image. Cette bague, c'était un investissement dans l'image du succès. Russell est devenu pâle. Russell a retiré son bras brusquement. Il a redressé sa veste. Il a essayé de rassembler un dernier lambeau de dignité. Il a marché jusqu'à la porte. Court. Brutal, véridique. 6 mois plus tard,
des sourires ont éclaté autour de la table. Des sourires authentiques. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à revivre, mais cela a fait du bien de dire enfin la vérité. Si vous avez apprécié ce voyage, s'il vous plaît aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide vraiment. Et faites-moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper une personne toxique de votre vie? Je veux entendre vos histoires. Ce soir-là, je suis retourné au Penthouse. Il était vide. Les cartons de recel avaient disparu. Le reste de cette journée a été flou, mais un bon flou. La pièce était à nouveau silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas un silence lourd. C'était le silence d'un vide attendant d'être rempli. Le silence dans la salle de conférence était lourd, suffocant. Le seul son était le bruissement du papier alors que 12 membres du conseil feuilletaient l'audit judiciaire qu'Arthur avait distribué. Puis ils ont montré une photo de moi. C'était une nouvelle photo prise par un photographe à l'extérieur du bâtiment ce matin-là. J'avais l'air forte. J'avais l'air capable. Puis une personne a commencé à applaudir. C'était Dave, le développeur senior. Puis Sarah des RH, puis toute la salle. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'étaient des acclamations. Ils ont montré un clip de Russell quittant le bâtiment l'air débraillé, protégeant son visage des paparazzis. Ils ont montré Vanessa hurlant après une caméra, l'air dérangé. 2 gardes de sécurité, de grands hommes que j'avais salués par leur nom dans le hall pendant des années, se sont avancés. Jusqu'à la prochaine fois, restez intelligents, restez forts, et gardez vos reçus. Au revoir. Vanessa a plaidé coupable d'évasion fiscale pour éviter une peine plus longue. Elle fait des travaux d'intérêt général, ramassant des ordures sur l'autoroute. J'aime penser qu'elle nettoie enfin quelque chose au lieu de faire des dégâts. Quand je suis sorti sur le plateau de trading, le bureau en open space où travaillaient les développeurs, la salle est devenue silencieuse.